Et bienvenue sur ce webinaire portant sur les relations franco-baltes, organisé par Eurocréative et Regard sur l'Est. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à l'invitation et nous vous en remercions chaleureusement. Je suis Romain Lequignou, cofondateur de la plateforme Eurocréative, et au nom de l'ensemble de notre équipe, je suis très heureux de vous accueillir pour cette discussion qui marque à la fois la rentrée, mais aussi les débuts d'Eurocréative sur l'étude des pays baltes. Spécialisés spécifiquement sur les pays d'Europe centrale et orientale, nos analyses, nos événements, mais aussi nos projets se focaliseront désormais également sur l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Vous le savez, ces trois pays souffrent d'un déficit chronique de médiatisation en France. Cela tient selon moi à un manque de connaissances, mais aussi à un manque d'intérêt particulier, qui n'est d'ailleurs pas exclusif malheureusement aux pays baltes. D'une manière générale, nous manquons en France, il est vrai, d'intérêt et d'expertise sur ce grand ensemble régional qu'est l'Europe centrale et orientale, que nous, Français, percevons encore trop souvent comme la nouvelle Europe, ou pire encore, comme une autre Europe. Une Europe de l'Est, entre guillemets, avec qui les relations ne seraient pas si évidentes que cela. Et pourtant, ces nouveaux pays, chacun à leur manière, il serait impossible de prendre l'Europe centrale et orientale comme un bloc homogène. Donc chacun à leur manière, ces pays participent pleinement au développement européen actuel. C'est particulièrement le cas pour les pays baltes, forts d'un développement économique remarquable, d'une volonté politique louable et qui apparaissent de plus en plus influents au sein de l'Union européenne. On peut le voir ces dernières semaines, évidemment, avec l'activisme diplomatique des pays baltes en ce qui concerne la situation au Bélarus, par exemple. Ainsi donc, l'objectif de cette discussion sera de présenter de manière très générale les relations entre les pays baltes et la France. Ça tombe bien, en plus, le président Macron se déplacera dans la région à la fin du mois. Et donc, notre ambition est de dresser un portrait général de nos relations, que l'on parle des relations politiques, et on mentionnera bien évidemment les relations diplomatiques et notamment les intérêts de sécurité et de défense sur le flanc oriental. On parlera également de nos relations économiques ou encore de nos relations culturelles et sociétales. Je profite finalement de cette brève prise de parole pour remercier plus spécialement nos quatre invités de leur participation. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Lituanie en France, Nerijus Aleksijonas, Madame Kristela Meria Emre, conseillère économique et commerciale à l'ambassade d'Estonie en France, Madame Céline Bayou, rédactrice en chef de Regard sur l'Est et chargée de cours à l'INALCO, Madame Laura Stockmann-Guillopé, attachée culturelle de l'ambassade de Lettonie en France, et enfin, Madame Marielle Vituro, journaliste indépendante basée à Vilnius, qui aura la lourde tâche de modérer cette discussion. Marielle, je vous laisse donc la parole et je vous souhaite à toutes et à tous, encore une fois, une excellente discussion et vous dis à très bientôt sur Eurocréative. Oui, bonjour à tous. Merci aux intervenants de participer à cette discussion et bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pour parler des pays baltes et de la France. Donc, comme Romain Lequignou l'a mentionné au début, c'est vrai que c'est une terra un peu incognita. Alors, parfois, on a des bribes. Là, un nouveau livre en letton qui sort, qui vient d'être traduit en français, ou alors les services de VTC Bolt qui commencent leur activité à Bordeaux, ou alors des films lituaniens, classiques lituaniens qui sortent sur les écrans de cinéma depuis ces dernières semaines. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable image des pays baltes en France, c'est plutôt des bribes. Alors, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais ce n'est pas vraiment le sujet de notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, parlons des pays baltes et de la France. Donc, comme Romain aussi, Lequignou l'a mentionné, le président Macron se rendra en Lituanie et en Lettonie à la fin du mois de septembre. Alors, est-ce que cela va donner une nouvelle impulsion aux relations entre la France et la Lituanie, la France et la Lettonie, la France et la dernière visite présidentielle remonte à 2010 avec Jacques Chirac, alors que pourtant les relations entre la France et les États baltes sont assez vieilles. On peut mentionner par exemple déjà Napoléon en 1812 en Lituanie, ou bien les Français qui ont aidé les Lettons pendant leur guerre d'indépendance après la Première Guerre mondiale. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau coup de pouce avec la visite présidentielle à ces relations? C'est ce dont nous allons, entre autres, parler aujourd'hui. On va faire un état des lieux. On va aussi voir quelles formes peuvent prendre ces relations dans le futur et aussi dans quel domaine elles peuvent se développer. Et qu'en est-il
aussi de ses relations vis-à-vis aussi de l'Union européenne et ou peut-être de la Russie. Et voilà donc les questions auxquelles nous allons tenter de répondre pendant cette heure des discussions. Donc, Romain Lucchino a présenté tous les intervenants. Commençons par vous, peut-être, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Lituanie en France, Nerijus Aleksionas. La Lituanie, votre pays, va bientôt recevoir le président Macron fin septembre. Vous pouvez faire un petit état des lieux de la relation entre la Lituanie et la France. Quelle est-elle? Merci beaucoup, Marielle. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Et aussi, grand merci pour Eurocreatif pour cet événement, cette occasion. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour discuter, pour avoir un échange sur les relations franco-baltes. Comme j'ai passé 8 années à Bruxelles, je pense que j'ai vu beaucoup d'occasions de notre coopération avec la France à Bruxelles, parce que j'étais responsable pour les questions européennes. Et pour moi, ça donne peut-être cette image qu'au niveau politique, au niveau diplomatique, la coopération est très, très, très intense. Parfois, c'est peut-être un peu visible dans l'opinion publique, mais en ce qui concerne les coalitions au niveau européen, il y a beaucoup de fois quand nous sommes ensemble avec la France sur un autre sujet. Et cette divergence entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest diminue chaque année, je pense. C'est la même chose, impression pour moi comme ambassadeur ici à Paris, ambassadeur bilatéral, que je suis venu ici il y a un an. Et c'était juste peut-être 6 mois pour avoir beaucoup de visites à faire avant le confinement. Mais pendant ces 6 mois, les premiers 6 mois, c'était notre ministre des Affaires étrangères 3 fois à Paris, le ministre des Finances 2 fois à Paris, le ministre de la Culture. La semaine prochaine, le ministre de la Justice va venir avec la visite. Donc, ça donne que la coopération existe. Il y a beaucoup d'échanges et ça donne aussi bon moment pour notre coopération. Et bien sûr, la visite présidentielle, c'est peut-être la meilleure preuve que maintenant, c'est un moment pour renforcer notre coopération. Bien sûr, je ne voudrais pas parler sur qu'est-ce qu'on a fait déjà, qu'est-ce que nous faisons maintenant, mais peut-être un peu des idées, qu'est-ce qu'on peut renforcer, qu'est-ce qu'on peut faire plus entre les pays baltes, entre la Lettonie et la France. Et pour moi, c'est 3 volets très importants pour la visite présidentielle et aussi pour notre relation avec la France. C'est le premier volet, c'est la coopération militaire, parce que la présence des soldats français en Lettonie, cet semestre, il y a 300 soldats français en Lettonie avec la mission IFP de l'OTAN. Et je pense que cette occasion est un bon moment pour avoir pas juste dissuasion contre la Russie, contre la menace de la Russie, mais aussi pour renforcer notre coopération militaire, parce que la présence des soldats, ça donne cet bon moment pour penser, pour réfléchir comment on peut faire ça. La semaine dernière, j'ai visité les soldats français qui vont quitter la France vers la Lettonie. Nous avons discuté avec les soldats. Et pour moi, il y a beaucoup des idées que ce déplacement, ce n'est pas le but. Le but est pour créer les liens entre nos deux pays en ce qui concerne les relations militaires. Puis, bien sûr, en ce qui concerne la sécurité, il y a les autres sujets comme la cybersécurité, comme fausses nouvelles, comme manipulation dans les élections. Et c'est quelque chose de très proche dans notre région. Il y a une grande expérience de travail de chaque jour avec ces questions. Et je pense que notre expérience peut être utile pour l'Europe, pour la France et pour les autres pays en ce qui concerne ces sujets. Donc, ce n'est pas par hasard que nous sommes en tête, par exemple, du PESCO projet sur cybersécurité. Et nous travaillons aussi beaucoup avec les autres pays au niveau international pour créer cette coopération de cybersécurité en utilisant notre expérience. Peut-être le deuxième volet sur notre coopération pour la visite présidentielle, mais aussi pour notre coopération, c'est le renforcement de notre coopération au niveau européen.
Et je pense que c'est peut-être un peu paradoxe, mais les situations de Covid donnent nouvelles possibilités pour notre coopération. Parce que je pense que c'est peut-être une des leçons à tirer après la situation de Covid, que l'Europe doit avoir plus d'innovations, plus de produits numériques. L'Europe doit avoir plus d'autonomie en ce qui concerne les technologies à pointe. Et je pense que notre région peut être très intéressante, parce que chez nous, il y a beaucoup de bons exemples de technologies, hautes technologies, des questions comme par exemple le fintech, la science de la vie, biotechnologie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont développées chez nous et ça donne peut-être une nouvelle perspective pour notre coopération. La même situation avec cette idée pour réinstaller plus de production en Europe. Je pense que ça donne aussi cette perspective qu'on doit coopérer au niveau européen pour créer les chaînes de production plus proches en Europe. Et c'est pas possible peut-être produire toutes les choses dans notre pays. Ça peut être aussi comme le sujet pour la coopération entre les pays baltes et la France. Et je pense que aussi au niveau européen, c'est l'énergie. C'est un autre sujet qui est très important et on doit créer plus de liens, plus de politiques communes au niveau européen pour parler avec une seule voix avec les pays tiers, en ce qui concerne par exemple Nord Stream 2, le changement du climat, l'énergie nucléaire, et les choses comme ça. Donc, je pense que c'est aussi une des questions. Comme vous avez mentionné aussi, les questions de politique étrangère, c'est quelque chose aussi très proche pour nous. Et la situation en Biélorussie, les relations avec la Russie, c'est toujours l'expérience de notre région. Et nous partageons avec les autres pays aussi notre analyse. On coopère beaucoup avec la France, naturellement. On a essayé d'expliquer notre approche. Et je pense que cette situation en Biélorussie donne une nouvelle possibilité aussi pour coopérer avec la France, pour travailler ensemble au niveau européen pour les sanctions, pour la réaction de l'Union européenne. Et le troisième volet, c'est le volet de coopération bilatérale. Peut-être mes collègues vont parler aussi sur la coopération économique, culturelle, mais peut-être juste quelques petits points que je pense coopération économique, ça bouge aussi. Par exemple, la visite présidentielle. Pendant la visite présidentielle, on a organisé aussi un grand événement avec les entreprises françaises pour créer ces liens en ce qui concerne les sujets des innovations, les sujets du numérique, mais aussi les projets comme Rail Baltica ou le démantèlement du site nucléaire d'Ignalina. En ce qui concerne la coopération culturelle, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, mais comme vous avez dit, parfois, ce n'est pas des limites, qu'est-ce qu'on peut faire sur la coopération culturelle. Mais je pense qu'il y a un bon exemple comment les trois pays baltes coopèrent ensemble. Par exemple, le festival boréal avec les pays nordiques, aussi le festival de cinéma Les Arcs l'année dernière, c'était avec focus des pays baltes et de Finlande. Et ça donne aussi cette perspective que parfois nous sommes comme une région et c'est possible d'avoir plus d'attention en ce qui concerne la coopération culturelle. Donc peut-être dans quelques mots, c'est trois grands volets qu'on travaillons et que nous travaillons et ça donne aussi le contexte pour la visite présidentielle. Vous avez mentionné la coopération, la grande délégation aussi d'entreprises françaises qui vont venir en Lituanie. Donc en France, on a l'exemple de Vinted, donc cette société lituanienne de vente d'habits de seconde main sur Internet qui est très populaire en France. Est-ce que vous avez des exemples de grands investissements, de grandes entreprises françaises qui se sont peut-être aussi déjà installées en Lituanie ou qui vont bientôt le faire, que ce soit aussi peut-être dans le domaine des nouvelles technologies ou ce qu'on appelle les fintech, les nouvelles technologies appliquées aux technologies financières. Il y a des exemples un petit peu concrets déjà de coopération entre les deux pays qui prend un peu un coup d'accélérateur?
Je pense qu'il y a déjà une coopération et on va signer aussi un mémorandum pendant la visite, j'espère, sur la FinTech, sur la coopération de FinTech. Et cette coopération, il y a dans les niveaux différents, il y a dans le niveau des autorités qui sont responsables pour la surveillance, pour le contrôle des FinTech, et la coopération entre les entreprises, en ce qui concerne aussi les pays tiers. Parfois, c'était coopération dans les pays tiers, parce qu'il y a une grande expérience de France en Afrique. Chez nous, il y a une expérience de notre région, comme par exemple aussi avec la situation en Biélorussie. Il y a beaucoup d'entreprises bélarusses qui maintenant veulent venir chez nous, installer, et travailler. Donc, je pense que ça donne aussi cette perspective nouvelle pour la coopération. Pour peut-être l'exemple plus concret, je ne vais pas dire peut-être le nom des entreprises exactes, mais j'ai vu qu'il y a déjà les entreprises qui travaillent en Lituanie. Et aussi pour cette visite, il y a l'association des FinTech de France qui va participer avec les entreprises. Et on va faire aussi cette visite pour créer plus de liens, pour signer le mémorandum et pour avoir la coopération renforcée. Nous avons une question d'un spectateur, d'un auditeur qui vous demande si dans certains pays fondateurs de l'Union européenne, la population semble parfois se détourner de l'Union européenne. Est-ce que dans les pays baltes, est-ce qu'en Lituanie, les populations sont toujours favorables à l'Union européenne? Je pense que dans notre région, le soutien pour l'Union européenne est plus grand dans toute l'Europe. Et ça vient aussi avec compréhension que c'était quelque chose de très important pour notre population, pour nos gens. Ce processus d'intégration, c'était comme une rivière dans la famille européenne. Et aussi, il y a beaucoup d'exemples comment l'Europe marche très bien avec les investissements dans l'infrastructure. C'est très visible pour la population. Et je pense que c'est comme presque consensus que notre adhésion dans l'Union européenne, c'était quelque chose de positif. Et ce soutien reste déjà après presque 16 ans de notre adhésion à l'Union européenne. Donc, la population en général est très positive en ce qui concerne l'Union européenne. Et entre la France et la Lituanie, quels sont un peu au niveau peut-être européen les grands dossiers sur lesquels européens sur lesquels la France et la Lituanie ont une vision convergente? Je pense que ça change avec chaque sujet. Bien sûr, c'était peut-être la question que nous avons la position divergente, c'était le transport, décision de paquet mobilité. Mais quand même, il y a beaucoup de sujets que nous sommes ensemble. Je pense que le changement du climat, c'est un exemple. Comment aussi notre position a évolué avec le temps. Et maintenant, nous sommes, je pense, plus ou moins dans la même position, qu'on doit avoir les tâches plus élevées pour le changement du climat et on doit créer plus de coopération au niveau européen. Les autres sujets, comme peut-être j'ai un peu mentionné, c'est la question des fausses nouvelles, par exemple. Aussi, on a travaillé avec nos collègues français. Par exemple, j'ai organisé la visite de notre ministre de la Défense, ministre adjoint de la Défense. Nous avons aussi parlé sur ce sujet profondément avec les homologues ici à Paris. Et je pense que c'est un sujet qu'il y a une expérience chez nous. Il y a un très bon exemple des initiatives privées, comme par exemple le projet de Bank.eu, qui est une plateforme pour scanner l'Internet et pour trouver la fausse nouvelle dans l'Internet. Et ça fonctionne sur la base de intelligence artificielle. Et c'est une initiative privée qui a été faite par une des sites Internet plus connus en Lituanie. Il y a aussi les elfes qui combattent avec les trolls de Russie. C'est notre expérience, l'initiative privée de notre pays. Donc, je pense que c'est notre perspective, notre expérience très,
peut être très intéressant pour les autres aussi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos réponses et pour vos explications. Céline Bayou, vous êtes chargée de cours à l'INALCO, vous assurez un cours sur les enjeux de sécurité dans la région baltique. L'ambassadeur a mentionné la présence militaire française en Lituanie, mais dans la force multinationale de l'OTAN, mais la présence française est beaucoup plus ancienne si on prend en compte la mission de police du ciel qui a débuté avec l'adhésion de la Lituanie et des troupes européennes. La France a assuré cette mission de police du ciel qui surveille l'espace aérien balte dans sa totalité. Elle y participe régulièrement. Et la France au niveau militaire, et c'est quelque chose peut-être qu'on ne sait pas assez. Oui, parce que je pense qu'on n'a pas forcément la stratégie de faire une grande publicité autour de ces questions, mais c'est sûr que la France assure une présence dans la région et notamment vis-à-vis des États baltes qui est plus ancienne que la présence avancée renforcée et qui est assez intense et surtout qui est très marquante, je crois, par sa régularité. Donc là, en essayant un petit peu de préparer cette session, je suis arrivée à la conclusion, moi je vois sept domaines que je vais passer très rapidement en revue. Le premier, c'est qu'en fait on a des accords de coopération, la France a signé des accords de coopération avec chacun des trois pays depuis 2015, qui ont donc pour viser de développer un petit peu les échanges stratégiques et tout ce qui est, favoriser l'interopérabilité entre nos armées. Il y a par ailleurs un dialogue régulier en fait stratégique qui est annuel entre les États baltes et la France, ce qu'on appelle nous communément le 3+1, qui est un forum de discussion en fait entre les autorités politiques et de défense et des affaires étrangères des quatre pays auxquels s'adjoignent des acteurs issus du milieu de la recherche. Il y a aussi des participations régulières des bâtiments de la marine qui interviennent donc dans le cadre soit de missions en mer Baltique et notamment tout ce qui est chasseurs de mines ou qui participent aussi à des exercices. Et au final, on arrive quand même à une présence, je trouve que c'est quand même assez intéressant, on a à peu près 200 jours de présence annuelle de bâtiments de la marine nationale dans la région Baltique, ce qui n'est quand même pas rien. Il y a la participation régulière à des exercices militaires qui sont organisés dans la région baltique et notamment balte. Vous l'avez souligné, donc depuis 2007, il y a la police du ciel balte à laquelle participe la France avec beaucoup de régularité. C'est la 8e mission qui a été assurée là jusqu'à la fin août. Par exemple, il y avait 4 Mirage 2000 qui étaient déployés en Estonie. Et puis, sixième chose que je vais citer, évidemment, c'est la présence avancée renforcée, donc qui a été décidée dans un cadre de l'OTAN en 2016. Et à partir de 2017, donc, on a déployé sur une base rotationnelle donc environ 300 soldats à chaque fois. Donc, actuellement, comme monsieur l'ambassadeur le soulignait, ils sont en Lituanie à Rukla et je pense que ça fera l'objet notamment de la visite du président et très vraisemblablement, il sera sans doute accompagné par Madame Parly. Et puis, septième chose que je voulais aussi citer, c'est la participation de la France aussi, qui est très attentive et très coopérative et éventuellement qui déploie aussi des personnels au sein des centres d'excellence de l'OTAN qui sont déployés dans les États baltes, donc le centre de cyberdéfense qui est à Tallinn, le centre sur la communication stratégique de Riga et le centre sur la sécurité énergétique de Vilnius. Donc voilà, je pense que là, ça donne une espèce de panorama de notre présence qui n'est quand même pas anodine dans la région. Quel est le rôle, si je ne te coupe pas, quel est le rôle que joue la Russie dans ces relations? Est-ce qu'elle sous-tend un petit peu d'une certaine manière cette relation entre la France et les pays baltes, qui est surtout en fait dans le cadre de l'OTAN?
Alors, qui est notamment dans le cadre de l'OTAN. Et évidemment, c'est la Russie qui sous-tend, c'est-à-dire que c'est la dégradation de l'environnement stratégique de la région baltique, on va dire, ou après une période un peu euphorique dans les années 90 où on a pensé que donc on avait une marée Balticum qui se retrouvait, qu'il n'y avait plus de risques et plus de dangers, et puis on a compris que compte tenu de la posture de la Russie, les choses avaient un peu évolué, et donc on est rentré dans une autre période qui est maintenant celle d'un relatif réarmement, alors qui est valable pour toute la Baltique. Hein. Je pense aux Suédois, l'île de Gotland qui avait été démilitarisée, qui est remilitarisée depuis quelques années. Et à partir de ce constat, donc je crois que les États baltes ont eu un besoin de réassurance, ou en tout cas ça a été exprimé comme ça, et qu'il y a eu une demande très forte qui a été exprimée, à laquelle la France, en effet, dans le cadre de l'OTAN, a décidé de répondre. Est-ce qu'il y a une certaine réciprocité? Et ça, on ne sait pas, on le sait aussi peu. On retrouve aussi relativement de nombreux militaires qui participent à des opérations françaises, notamment en Afrique aussi. Oui, tout à fait. Alors oui, il y a une réciprocité, pardon, et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément publicisée, en tout cas ici, alors dans les États baltes beaucoup plus, mais forcément, c'est-à-dire que le principe un peu, je crois, c'est cette idée que finalement la sécurité de l'Europe, c'est du 360 degrés. Donc la France répond à une demande sur la réassurance du flanc est de l'OTAN, mais on a aussi une préoccupation sur le flanc sud. Et la France est particulièrement engagée puisqu'on a des opérations extérieures quand même assez nombreuses. Et par rapport à ça, on a demandé une solidarité aussi aux États baltes à laquelle ils répondent, ils ont répondu et des choses sont en cours. Alors, je pense qu'on pourrait faire, mais très vite, un focus sur l'Estonie parce que je crois que c'est vraiment peut-être il y a un lien privilégié en la matière entre la France et l'Estonie, avec une Estonie qui est présente. Bon, je peux citer Barkhane, la Task Force Takuba, l'initiative européenne d'intervention. Enfin, voilà, il y a vraiment une volonté de l'Estonie d'être très présente, mais des deux autres pays aussi, de la Lituanie et de la Lettonie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a une géométrie très variable et il y a des déploiements de chacun des trois pays sur des théâtres extérieurs qui peuvent être sur une base onusienne, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'UE ou dans un cadre beaucoup plus bilatéral. Mais il y a une présence en effet et qui... Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat balto-balte parce que monsieur l'ambassadeur le ferait beaucoup mieux que moi. Mais forcément, on peut comprendre que pour peut-être la population, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Je pense que pour les citoyens estoniens, dire on fait un déploiement au Mali, c'est peut-être pas forcément. Voilà. Mais voilà, le ministre, notamment estonien de la Défense, l'a dit très clairement la sécurité de l'Europe, c'est du 360 degrés. Donc, on est vraiment. C'est-à-dire on est aussi là pour notre sécurité. Et le principe, et c'est les intérêts bien compris de l'ensemble du continent européen, qui sont aussi la lutte contre le terrorisme et puis la question de la gestion des flux migratoires. Il y a quelques temps, le président américain a dit qu'il allait retirer des troupes US de l'Allemagne, la Lettonie, la Pologne, mais aussi la Lettonie s'est positionnée aussi pour accueillir de manière encore plus permanente des troupes dans leurs pays respectifs. Est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que ça peut être possible? Est-ce que ça serait une bonne chose ou ça peut risquer d'irriter encore un peu plus le voisin russe? Alors, c'est une question d'équilibre, en effet, parce que là, en fait, quand on décrit tout ça, on est sur de la question de dissuasion. Et l'EFP, hein, la présence avancée renforcée, typiquement, c'est de la dissuasion. La question, en effet, et c'est vrai que cet été, c'était assez intéressant de suivre ce débat quand Trump a dit « je vais retirer des hommes d'Allemagne ». Bon, apparemment, il y a 1500 hommes qui seront redéployés du côté polonais. Je pense que la Lettonie aurait bien voulu, mais finalement, on se dit que s'ils sont en Pologne, c'est aussi une bonne chose. Je crois qu'il y a une très forte attention de ces pays pour avoir une présence américaine sur le sol américain, sur le sol européen, pardon, du lapsus, et il y a à la fois la présence otanienne, mais la présence américaine. Donc, vraiment, qu'il faut essayer quand même de différencier, même si ce n'est pas toujours aisé. Et après, en effet, comme tu le soulignais, la question, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, on voit bien que de part et d'autre des frontières, et là, quand je parle de frontières, c'est l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre, on a un renforcement des présences. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'hommes, d'armes, des exercices qui sont très proches des frontières et qui se multiplient, qui sont de plus en plus grande ampleur, etc.
tout ça fait partie d'une stratégie aussi de communication à l'égard de l'autre, de l'autre côté, façon de dire on est là, et on est typiquement dans cette stratégie de dissuasion de part et d'autre. Donc l'équilibre est délicat, je pense qu'il n'est pas, on n'a pas d'inquiétude, mais l'équilibre en effet est délicat à trouver et à maintenir surtout. Monsieur l'ambassadeur, on le sait, dans les pays baltes et en Lituanie, l'OTAN est très importante. L'adhésion à l'Alliance nord-atlantique en 2004 a été quelque chose de très important. La présence de l'OTAN ici, en Lituanie, l'est toujours autant. Qu'en est-il de la relation entre la Lituanie et l'Union européenne de la défense? Comment vous voyez à terme cette Union européenne de la défense? Quel peut être son rôle? Comment cela peut être complété avec l'OTAN? Quelle est la position de la Lituanie sur ces questions? Merci beaucoup. Et je pense que pour nous, c'est comme vous avez dit, c'est la présence de l'OTAN comme peut-être le pilier de notre sécurité et l'article 5 très important. Et pour nous, il n'y a pas possibilité de remplacer ça par la coopération européenne. Mais au niveau européen, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent être comme la valeur ajoutée pour la sécurité qui l'OTAN donne pour l'Europe. Il y a beaucoup de sujets où l'Europe peut faire plus. J'ai parlé sur la cybersécurité, par exemple, mais il y a, par exemple, la question de mobilité militaire. Et je pense que c'est la question juste de l'Union européenne pour investir dans l'infrastructure. Aussi en pensant que ça peut être double use et ça peut être aussi utilisé pour les moyens militaires si nécessaire. Donc, il y a beaucoup de questions. Il y a possibilité, bien sûr, pour travailler plus au niveau européen, ce qui concerne la production d'équipements militaires. C'est aussi clair que maintenant, ce n'est pas situation très, très bonne quand il y a interopérabilité de notre soldat. C'est grand choix des équipements, c'est grand choix d'équipements des soldats et ça peut être amélioré aussi au niveau européen pour avoir plus de synergie et plus de coopération pour la production. C'est aussi clair. Mais pour moi, c'est important qu'au niveau européen, mais maintenant nous avons la fondation qui a été prévue pour la sécurité. Parce qu'avant avant quelques années, c'était comme un tabou pour avoir le financement du budget européen pour la défense. Et maintenant, c'est déjà une réalité. C'est un grand progrès qui a été fait au niveau européen. La Lituanie veut créer une espèce de Schengen pour le matériel militaire de la défense pour pouvoir, en cas de besoin, circuler rapidement d'un pays à l'autre. Chez nous, dans notre région, dans les pays baltes, ça existe déjà, ça fonctionne très bien parce qu'il y a juste nécessité de 24 heures pour avoir toutes les documentations nécessaires pour la mobilité militaire. Dans les autres pays, ça prend plus de temps et c'est pour nous la question comment on peut avoir un peu de synergie, avoir les mêmes règles dans toute l'Europe parce qu'il y a sécurité grave en ce qui concerne la sécurité, on doit avoir les procédures bien préparées. Merci. Céline Bayou, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'autre Non, mais peut-être comme tu as soulevé en effet cette question de le potentiel risque ou la potentielle angoisse d'une éviction de l'OTAN ou des États-Unis du sol européen par rapport aux initiatives de défense européenne. Je pense que c'est un sujet sensible en effet pour les États baltes et qu'il y a vraiment c'est un processus qui est assez long pour en effet réussir à bien caler les choses et se mettre tout à fait d'accord sur cette question et le fait que l'objectif n'est pas celui-ci, n'est pas d'arriver à une éviction, mais bien sûr à une complémentarité et à un peu plus d'efficacité. Et tout ce qui est en effet interopérabilité est complètement essentiel par rapport à cette problématique. Donc la coopération entre les trois Baltes eux-mêmes et entre les trois Baltes et la France, encore militaire, encore de beaux jours devant elle. Et c'est aussi une coopération qu'on retrouve, Laura Stockmann et Guillopé aussi, entre les différents acteurs de la culture. Donc vous êtes
attaché culturel à l'ambassade de Lettonie en France. Et ces derniers temps, on a vu beaucoup d'événements où les trois Baltes font, entre guillemets, pour reprendre peut-être une expression militaire, front commun pour parler d'eux. Donc en 2018, il y a eu la grande exposition sur le symbolisme balte au musée d'Ossé, une exposition qui circule d'ailleurs maintenant dans les trois pays baltes et que les Lettons, les Estoniens et les Lituaniens peuvent découvrir à leur tour. Mais il y a eu aussi en 2018 le festival de littérature à Cognac. On voit aussi relativement beaucoup de sorties de romans lituaniens, estoniens, lettons en français ces derniers temps. Est-ce que la culture, ça peut être ce nouveau vecteur pour faire connaître les pays baltes en France, la Lettonie et aussi la région? Oui, bonjour, merci Marielle. Alors, je dis oui, oui et oui. À mon avis, ce vecteur, c'est pas un nouveau vecteur, mais il a toujours été là. Parce que si on regarde un peu dans l'histoire, donc depuis notre indépendance 1918, nos pays étaient bien présents culturellement dans son sens large en France, parce que déjà en 25, les artistes lettons, ils exposaient au musée d'art décoratif et cette coopération balte, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un principe nouveau parce que 1935, les trois États baltes étaient ensemble au Trocadéro pour exposer leur art populaire et on a vu pareil les trois ensemble dans le même pavillon en 37 à l'exposition universelle. Donc, en fait, on peut presque dire qu'on reprend un peu ce qu'on a déjà vécu avant l'occupation et on retravaille ensemble pour beaucoup de projets très récents. On a vu après notre indépendance, je pense que la culture, c'est vraiment l'élément qui nous a aussi en quelque sorte ramené dans cette Europe où on a toujours appartenu. En tout cas, c'est comme ça qu'on se sent et c'est comme ça qu'on se positionne. Et on a vu passer des saisons culturelles en France et également dans nos pays respectifs, que ce soit l'Estonie en 2005 ici, il y avait l'Estonie tonique en 2011 et depuis presque 30 ans, nous sommes toutes les trois là au Festival Les Boréales, que l'ambassadeur mentionnait déjà. C'est un festival qui a lieu dans la région de Normandie depuis presque 30 ans et qui est exclusivement concerné à la culture nordique et balte. Donc, on a été là tous les trois à plusieurs reprises comme des pays à l'honneur, aussi en 2018, quand c'était le centenaire, mais pas forcément toujours ensemble. Il y a eu des saisons où par exemple, la Lettonie, elle était en honneur en 2014 avec la Norvège, et l'Estonie avec la Finlande, et la Lituanie avec, si je ne me trompe pas, l'Islande. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on sait travailler en bilatéral avec la France, avec les partenaires qu'on a et avec qui on a des liens dans des différents domaines. Mais c'est pas un secret que à plusieurs on a plus de moyens, on est plus important et on a plus de visibilité quand on est ensemble. Et c'est vrai que on a bien profité de cette année de centenaire en 2018, qu'on a même élargi un peu sur plusieurs années, parce que quand on a des poids lourds comme le musée d'Orsay ou comme d'autres partenaires, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être à plusieurs et de pouvoir être plus dans la visibilité au public. Et ça le paye après, en fait, parce qu'on a vu vraiment que après les 4 mois d'expo du symbolisme balte au musée d'Orsay, qui n'était pas seulement une exposition, mais c'était aussi toute une saison culturelle autour. Il y avait des concerts, il y avait la musique, il y avait des rencontres, il y avait même des publications de livres. Donc, on a vu, par exemple, le tourisme pour la Lettonie, ça a doublé en provenance de la France. Donc,
c'est quelque chose qui est magnifique, je trouve. Et ça permet aussi aux gens de se connaître mieux. Et on profite d'un événement plus officiel parce que c'est sûr que c'est quand il y a une exposition qui est ouverte par 4 présidents de la République, c'est quand même pas rien. Mais avec cela, on peut faire aussi quelque chose qui est proche de chacun de nous, finalement, de quelqu'un qui passe dans la rue et qui et voilà, qui aperçoit qu'il y a des pays qu'ils ne connaissaient pas et ils découvrent. Et on a eu des très, très beaux retours. Et donc, on est très content de pouvoir travailler et avec des grands, mais aussi avec des partenaires qu'on a tout le temps et aussi pour des plus petites manifestations. C'est vraiment une chance qu'on a. C'est vrai quand en plus, ces 10 dernières années, dans les 3 pays baltes, les musées ont connu une petite révolution, se sont modernisés. Celui de la Lettonie, c'est le dernier en date à avoir été restauré, rénové et rouvert. Et ça permet d'avoir de nouvelles expositions plus grandes, plus belles, d'instaurer de nouveaux partenariats entre, par exemple, la France et la région. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour la culture pour bientôt? Quelles sont les prochaines manifestations? Parce qu'il y a eu 2018, donc c'était une année très importante, le centenaire des déclarations d'indépendance des 3 pays baltes. Avec le symbolisme balte, on a frappé un grand coup, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons pour les prochaines années, les prochains mois? Alors c'est vrai que là avec ce qui se passe dans le monde entier, c'est vraiment un coup de choc pour tout le monde et d'ailleurs en mentionnant le même festival Les Boréales, on a vu qu'ils ont dû reporter leur saison qui était là pour le mois de novembre à l'année prochaine et je pense qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont devoir être reportés. Nous ce qui est toujours de l'actualité et on espère que ça restera de l'actualité. Nous allons bientôt célébrer les 100 ans de juré de nos pays. Et donc, on a normalement un beau concert prévu à la Philharmonie et espérons que ça puisse marcher et que ça aura toujours lieu. Mais on n'en sait rien pour l'instant. Donc, je pense que cette année 2021, elle va être vraiment dans ce comment dire dans le sujet de 2021, en tout cas pour commencer le 2021, ça sera notre État et la reconnaissance des jurés de nos États. Et on espère pouvoir de nouveau collaborer ensemble avec l'Estonie et la Lituanie. Et d'ailleurs, on est en train de voir si on peut mettre en place des choses. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour les événements officiels qui sont vraiment dans les grands lieux, et c'est magnifique que les musées puissent travailler ensemble et les grandes salles de concert puissent travailler ensemble. Et c'est vrai que les noms comme Elina Garantia ou Andris Nelsons pour la Lettonie ou Arvo Pärt pour les Estoniens et encore Koršunovas pour les Lituaniens, ce n'est plus un secret et il y a des professionnels qui travaillent vraiment d'une façon professionnelle. Mais je pense que ce qui est toujours intéressant pour nos pays, comme dans un pays comme la France où, par exemple, à Paris, tous les soirs, il y a à peu près 1200 événements par soir. Donc, on est vraiment noyé dans cette masse culturelle qui est en France et c'est magnifique. Mais ce qui est toujours bien, c'est de pouvoir un peu se relayer sur
nos consuls honoraires, par exemple, qu'on a dans les régions. Ce sont des Français qui représentent en quelque sorte en honneur nos pays. Et il y en a pour l'Estonie, pour la Lettonie et pour la Lituanie, dans les villes françaises, des consuls honoraires qui sont là et qui nous aident beaucoup aussi avec les contacts et aussi de mettre en place des petits événements, de mettre en place des conférences pour pouvoir parler de nos pays. Et j'aimerais aussi mentionner tout ce réseau de nos amis, si on peut les appeler comme ça, des spécialistes comme toi-même, Marielle, comme Céline Bayou, comme il y a Suzanne et Yves Plastreau, par exemple, qui sont des grands amis des Pays-Baltes et des spécialistes, comme Julien Guélin, qui est un historien et un spécialiste de nos pays, et de pouvoir s'appuyer sur les gens compétents comme ça, c'est un grand plaisir. C'est vraiment dans un sens culturel très large. Oui. Pardon. Rapidement, est-ce qu'il y a beaucoup de jumelage entre des villes de Lettonie et des villes françaises, beaucoup de partenariats entre différents musées lettons et français, entre les universités? Oui. Et pour ce qui concerne la Lettonie, on a des jumelages, on a des jumelages qui marchent. On a eu même des jumelages qui étaient non officialisés, mais qui marchaient mieux que ceux qui étaient officialisés. Je n'ai pas un nombre maintenant en tête, mais il y a des régions qui sont très actives et qui, voilà, par exemple, Rueil-Malmaison est jumelé avec Jelgava, la ville de Jelgava, et je sais qu'il y a très très souvent des choses qu'ils font en commun. Il y a une autre ville, Chenevière-sur-Marne, qui est amie avec la ville de Tukums depuis des longues années, même s'ils ont conclu leur jumelage il y a quelques années seulement. Et on a inauguré la place de Tukums à Chenevière il y a un an ou deux seulement. Et donc, je pense que des jumelages, oui, mais aussi des associations, par exemple comme Touraine Baltique. Il y a une association Touraine Baltique qui se trouve à Tours et a joué les Tours, parce que jouer les Tours est jumelé aussi avec une ville en Lettonie. Et Touraine Baltique, c'est un formidable ambassadeur des pays baltes, finalement, parce qu'il organise souvent des événements, il t'invite. Je sais que l'ambassadeur de Lituanie est allé parler de la Lituanie quand c'était la présidence de la Lettonie auprès de l'Union européenne. Nous sommes allés aussi. Donc moi je dirais presque c'est des enthousiastes, vraiment des gens qui ont un peu la folie, cette folie balte qui est dans le sang, qui font que les choses bougent et que les choses marchent, comme ce festival Les Montréal. Je sais, Jérôme Rémy, avec toute son équipe, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment, et c'est bien de pouvoir travailler avec eux, parce que c'est aussi des lieux où on n'a pas besoin de dire d'où on vient, parce que ce petit terrain qui est prêt, et après on a encore beaucoup de boulot nous-mêmes à nous positionner, à essayer de parler de nous, à raconter des choses et pour qu'on soit connu. Donc, et de profiter de ces grands événements un peu officiels, mais qui ne peuvent pas être là tous les ans, parce que ça demande des moyens et des ressources et tout, mais d'en tirer quelque chose, comme par exemple on a publié quelques livres grâce à des moments un peu précis, et je trouve ça magnifique, parce que la littérature, c'est aussi un moyen pour intéresser les gens, et pour la jeunesse, pour les adultes, c'est quelque chose par où passe cette connaissance mutuelle. Et juste pour finir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et on parle beaucoup, mais je voudrais juste pour finir dire que aussi dans le monde actuel, on doit changer un peu les modes de fonctionnement et les choses, comment organiser ce qu'on avait l'habitude d'organiser autrement. Je pense que c'est important de penser
plus dans l'humain, à quoi les gens peuvent être intéressés autre que la culture un peu officielle. Voilà, donc par exemple, depuis plusieurs années, pendant la fête nationale ou même à autre moment, on fait la course à pied ou à la marche à pied en faisant le contour de la Lettonie et ça amène d'autres gens qui pourraient être intéressés pour le pays à travers leurs loisirs personnels. Voilà. Bon, bonne initiative. Merci beaucoup, Laura. Christelle Amélie Aïmouhe, bonjour. Merci d'avoir patienté pour notre discussion. Alors, vous êtes attachée commerciale et politique à l'ambassade de Lettonie en France. Est-ce que l'Estonie et la France sont mutuellement sur la carte commerciale l'un de l'autre? Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés estoniennes en France et inversement? Bonjour et merci. Les relations économiques entre la France et l'Estonie se développent de façon continue. Mais pour être honnête, pour l'Estonie, la France n'est pas la première partenaire économique et c'est la même chose pour la France. Les Français connaissent plutôt l'Estonie comme le pays numérique, un pays innovant. Et si vous ne savez pas encore, l'Estonie est un pays où à peu près 99% des services publics sont en ligne. Donc, en Estonie, on peut voter en ligne, on peut créer une entreprise en ligne, ça prend à peu près 18 minutes. Puis, on peut déclarer des impôts en ligne, etc., etc. En fait, il y a deux choses qu'on ne peut pas encore faire en ligne, c'est se marier et divorcer. Toutes les autres choses aujourd'hui, on peut faire en ligne. Avant le Covid, on ne pouvait pas acheter aussi immobilier en ligne. Aujourd'hui, c'est déjà possible. Donc, on va voir ce qui se passe dans la future. Et aussi, il y a des Français qui connaissent l'Estonie comme start-up nation. Il y a à peu près 1000 startups en Estonie, 4 unicornes en ce moment-là, et l'Estonie a un des plus hauts taux européens des startups par habitant. Et pour les étrangers, on a créé aussi un programme qui s'appelle e-residency. Ça devient aussi plus en plus connu parmi les Français et aussi parmi ceux qui sont basés hors l'Union européenne. Donc, les étrangers peuvent accéder aux services numériques en Estonie quand ils deviennent membres de ce programme. Donc, les gens ne deviennent pas le citoyen de pays, mais ils ont juste l'accès à ces services-là. Et comme ça, par exemple, les entrepreneurs peuvent gérer les entreprises en ligne. Donc, il y a pas mal de Français qui sont devenus aussi les e-résidents. Quand on parle de point de vue l'Estonie, bien sûr, on importe pas mal de choses de la France. Les chiffres augmentent chaque année. Bien sûr, ce sont des produits chimiques comme les médicaments, les cosmétiques, les moyens de transportation, les produits de luxe, la nourriture, etc. Et quand on laisse numérique à ce côté-là, l'autre chose qu'on exporte en France de l'Estonie, ce sont des produits de bois. À peu près 50% de l'Estonie est couvert de bois, donc ça c'est un article assez important. Mais bien sûr, je dirais qu'il y a pas mal de place pour amélioration pour deux côtés. Est-ce qu'il y a une coopération institutionnelle entre la France et l'Estonie pour justement que l'Estonie partage cette expérience sur les services gouvernementaux en ligne, par exemple? Est-ce qu'il y a des groupes de travail entre les deux pays à ce sujet, par exemple?
En 2018, l'Estonie et la France ont signé le MOU pour échanger dans le domaine numérique. C'était une chose et en fait, il y a beaucoup de délégations françaises qui sont des chefs d'entreprise ou bien des autres fonctionnaires, des politiciens qui vont à l'Estonie pour apprendre à échanger avec les Estoniens. Donc, ce sont oui, il y a pas mal d'échanges, pas exactement, on n'a pas créé une groupe de travail. Et il y a beaucoup de petites maisons estoniennes en bois en France alors actuellement. Oui, oui. Je pense que aussi en France, ça devient plus en plus en mode de construire des maisons en bois petit à petit. Et en plus, il y a d'expertise estonienne qui contribuent, par exemple, aux sociétés françaises qui travaillent dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire les niveau commercial, au niveau économique, les deux pays se connaissent mieux l'un l'autre, peut-être délocalisent dans un ou dans un autre pays certaines productions ou fassent appel à certains spécialistes pour venir travailler en France. Comment vous voyez, où se trouvent les ébauches de solutions pour intensifier ces relations? Oui, quand on prend les startups, le secteur informatique, on voudrait bien développer le partenariat avec les sociétés estoniennes et avec les sociétés françaises. Donc ça c'est une de notre priorité qu'on voudrait faire. Donc comme ça, les sociétés pourraient travailler soit en France, soit en Estonie ou même dans les troisièmes pays. Bien sûr, tout ça prend du temps. Dans les autres secteurs, je pense que toujours les visites en France, les délégations d'affaires qui viennent ou bien les délégations d'affaires qui vont en Estonie, ça contribue beaucoup aussi aux échanges commerciaux. Merci beaucoup. Donc, j'ai deux questions, certainement pour Monsieur l'ambassadeur et puis vous, Madame Heimre. Est-ce qu'il y a donc la question de Piotr Markowski qui demande est-ce que la France participe via ses entreprises au projet Rail Baltica et comment ce projet avance-t-il? Monsieur l'ambassadeur, vous commencez. Oui, c'est vrai. Nous avons organisé aussi une visite de notre ministre adjoint de le transport. Et pendant cette visite, c'était très clair qu'il y a un grand intérêt des entreprises françaises pour participer dans ce projet de Rail Baltica. Ça bouge, je pense, très rapidement. C'est aussi très important que le financement au niveau européen était prévu pour le cadre prochain financier de l'Union européenne. Et notre but est pour avoir ce projet finir jusqu'à 2026. Et maintenant, je pense que le progrès est déjà fait. Partie ferroviaire de Kaunas jusqu'à la frontière avec la Pologne qui déjà fonctionne un peu. On doit un peu peut-être améliorer, mais ça a déjà fonctionné. Et maintenant, il y a beaucoup de construction, beaucoup de plans pour avoir la deuxième partie de cette route de Kaunas jusqu'à la frontière avec la Lettonie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises françaises. Et je sais que pendant la visite présidentielle, dans cet événement économique, les entreprises françaises vont participer aussi sur ces sujets. Et vous, Madame Heimre, peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur ce projet Rail Baltica? Oui, juste pour ajouter, l'ambassade de France en Estonie aussi travaille pas mal sur ces sujets-là et je pense aussi qu'il y a des possibilités pour les sociétés françaises à participer dans ce projet-là.
Et peut-être une dernière question, comme nous n'avons plus de questions de l'auditoire, peut-être une dernière question, vous êtes peut-être tous invités à répondre si vous le sentez. En guise de conclusion, est-ce que, à votre avis, pour cette relation franco-balte, les pays doivent se concentrer plus sur des rapports, sur des relations multilatérales ou plus privilégier une relation bilatérale pour avoir de meilleures perspectives possibles entre les pays? À mon avis, il faut faire. Pardon. C'est la question à qui? Pour tout le monde, pour ceux qui veulent y répondre. Allez-y si vous voulez, puis après Laura. Peut-être Madame Laura, et puis... Laura. J'avais juste un petit commentaire. Je pense qu'un bon mélange de tout, ça fait un bon cocktail parce que parfois il faut être en bilatéral parce qu'on a nos sujets propres à chacun de nous dans tous les domaines, mais parfois ce mélange 3 plus 1 fait très très bien l'affaire. Oui, je suis d'accord parce que, comme j'ai dit au début, j'ai passé 8 années à Bruxelles et pour moi, c'était aussi cette expérience de notre coopération au niveau multilatéral, au niveau européen. Et je pense que ça donne beaucoup de possibilités aussi pour renforcer notre projet européen parce que ce n'est pas juste les documentations à Bruxelles qui a fait le lien entre nos deux pays, mais aussi la diplomatie bilatérale, les liens que nous avons créés avec les jumelages, avec la coopération économique, culturelle. Ça donne la base pour le projet européen. Donc, je pense que c'est quelque chose que les deux vont ensemble et c'est important pour continuer. Peut-être juste une petite idée aussi sur la possibilité d'avoir plus de visibilité de notre pays. Et après une année, je pense, pour moi, c'est aussi une conclusion que parfois on doit trouver des moyens un peu originaux pour être visible ici, parce que la concurrence est très, très grande. Et je pense que c'est un peu paradoxe, mais peut-être aussi cette crise sanitaire donne une bonne perspective aussi pour notre région. Parce que, par exemple, pendant cette crise sanitaire, nous avons fait déjà quelques événements virtuels avec la technologie au point. Par exemple, notre journée nationale, le 6 juillet, nous n'avons pas organisé la réception, mais nous avons organisé un concert virtuel. Nous avons fait, par exemple, aussi une exposition virtuelle des photos sur Vilnius et Paris pendant le confinement, parce que nous avons demandé les photographes, 9 photographes pour faire les photographies pendant cette période de confinement. Et la conclusion était très claire que la tendance était la même à Vilnius ou à Paris. C'est un peu paradoxe, mais cette crise a donné cet rapprochement pour nos deux vies. Il y a les autres exemples aussi, comment on peut faire. Par exemple, cette année dédiée pour notre histoire juive. Et je pense que ça donne aussi une autre perspective de notre coopération, des liens avec la France, parce qu'il y a beaucoup de Litvaques, Lituaniens d'origine juive, qui sont très connus ici en France, comme Romain Gary ou Emmanuel Levinas, et ça donne aussi cette perspective pour la coopération. Et peut-être la dernière chose, pour avoir plus de visibilité, nous travaillons aussi pour avoir quelque chose à Paris avec le nom des pays baltes, parce que c'était aussi un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas aucune square, il n'y a aucune rue dédiée pour les pays baltes. Et je pense l'année prochaine, avec cette centenaire de notre reconnaissance des jurés, c'est un bon moment pour créer quelque chose pour les pays baltes à Paris aussi. Ah oui, belle idée en tout cas et belle conclusion. Merci en tout cas à tous les participants. Merci d'avoir partagé vos visions, votre connaissance de cette région et merci à Eurocreative d'avoir organisé cette discussion ce soir et à tous ceux qui l'ont regardé aussi. Merci.
Merci Marielle pour la modération de cette discussion. Merci à toutes les participantes et les participants. Merci à notre audience. J'avais choisi délibérément de commencer de manière un peu provocatrice en disant que nos relations manquaient d'expertise, de connaissances. Je pense que tout au long de cet entretien, de cette discussion, on a pu voir différents acteurs de ces relations qui ont les connaissances, qui ont l'activisme nécessaire pour renforcer ces relations. Donc, je pense que cette discussion a permis de rendre le constat de nos relations bien plus optimiste. Nous avons les moyens, nous avons des gens comme vous qui ont les idées pour dynamiser ces relations et il n'y a pas de raison pour lesquelles on pourrait assister à un échec. Donc, ce déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron sera assez important et je pense qu'on pourra de toute façon entre guillemets, surfer sur cette médiatisation des pays baltes à ce moment-là et continuer sur des dynamiques positives. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Eurocreative et je remercie encore une fois l'ensemble des participants, des participantes et de notre audience. Merci aussi spécialement à Céline Bayou et à Regard sur l'Est pour la co-organisation de cet événement et à très bientôt, j'espère. Merci à vous, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.